Bienvenue dans Pour toutes ces bonnes raisons, le podcast qui explore le merchandising avec expertise. Vous vous êtes déjà demandé comment le merchandising peut devenir un véritable levier de performance pour votre marque, vos produits, votre point de vente ? Ici, je vous propose de répondre à toutes ces questions à travers un espace de partage et d'apprentissage où mon expertise et celle de mes invités viennent enrichir votre pratique quotidienne. Je suis Adrien Bernard, ancien directeur merchandising et fondateur d'AB Merchandising. Ensemble, nous allons décrypter les tendances, stratégies et les outils qui permettent de créer des linéaires performants et des expériences clients réussies. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et surtout, retrouvons-nous sur LinkedIn et Instagram pour continuer ces discussions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité dont le parcours reflète parfaitement ce que j'aime faire découvrir dans ce podcast. Une approche exigeante, focus client et surtout profondément ancrée à travers une marque. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Ludovic Codazzi, directeur concept, visual merch et communication retail chez Petit Bateau. Petit Bateau, donc une très belle marque et une très belle enseigne qui va conjuguer héritage iconique et vision contemporaine du retail. Et surtout, Ludovic, vous allez le voir dans cet épisode, va revenir sur des projets très concrets, revenir en tout cas sur le flagship des Champs-Élysées, des ouvertures internationales et les nouveaux formats de concept, notamment les concepts outlet. Voilà. Donc, en tout cas, une réflexion qui est poussée sur une cohérence entre marque, espace, produit, vitrine et expérience. Voilà. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à parler avec Ludovic. Et ben ça y est, c'est parti, on enregistre. Ludovic, bonjour et bienvenue sur l'épisode de Pour toutes ces bonnes raisons. Bonjour Adrien, merci de me recevoir. Bon, on a plein de choses à voir ensemble, on a plein de sujets en tout cas qui sont passionnants et surtout on va parler d'une très belle marque que tu portes, hein, du coup Petit Bateau. Avant de rentrer un peu plus du coup dans les questions et dans l'échange, je voudrais prendre un petit temps pour te laisser te présenter, voilà, ta vie, ton œuvre, ton parcours et puis reparler aussi de la marque, s'il te plaît. Ça marche. Moi je suis chez Petit Bateau, parce que tu parlais de Petit Bateau depuis un peu moins de 2 ans, 18 mois, 18 gros mois on va dire. À la base, j'ai étudié au Gobelin à Paris. J'ai plutôt un cursus ce qu'on appelait multimédia à l'époque, qui était une approche un peu globale du design au sens la création, la typo, la photo, la vidéo, la communication, avec une forte culture esthétique. Donc j'ai fait ce cursus-là et ensuite je suis rentré dans des studios de création sur des sujets, là aussi de communication, de pack, de design graphique. J'ai fait mes armes dans ces agences et à un moment j'ai eu envie d'aller chez l'annonceur, parce que quand on est en agence, parfois on comprend pas toujours ce que nous demandent les clients et je me disais c'est bien d'aller voir pourquoi ils me demandent ça. Donc j'y suis allé et puis j'y suis resté. Donc je suis rentré chez Yves Rocher au départ à la communication de la marque, où j'étais en charge de sujets d'institutionnel, de communication de marque, de RP. Et puis après, j'ai pris la direction du studio de création qui était intégré à Yves Rocher. Et puis, bon, après, je suis resté quelques années. Au bout de quelques années, je suis provincial, moi je viens de Nancy. Donc j'ai eu envie de retourner en province. J'ai trouvé un poste de directeur de création en agence. Et puis en fait, Petit Bateau, Yves Rocher m'a dit, ah ben, on a envie que tu restes et on a un truc à te proposer en province, en Bretagne, on va dire dans le fief d'Yves Rocher. Donc j'ai démarré une nouvelle aventure là-bas et qui était très intéressante, parce que c'était une aventure dans une direction commerciale, donc moins sur des sujets de com de marque, mais sur des sujets de business. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que quand on fait de la créa, quand on bosse pour des marques, c'est important de comprendre ce qui marche pas, et le business est est très clair là-dessus. On peut assez vite savoir si nos idées sont bonnes. Donc c'était hyper intéressant. Et petit à petit, c'est là que j'ai découvert le retail et j'ai eu une vraie révélation, parce que ça regroupait un peu tout ce que j'aimais. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois du design, du business, de l'archi, de la communication, cette dimension physique, une forme d'exigence aussi, parce qu'il faut que ce soit très bien tenu, nos boutiques. Donc voilà, il y avait tout ça réuni. Et puis du coup, chez Yves Rocher, j'ai pris la direction du pôle design et identité de la marque, et puis après la direction globale du concept et de Ok. l'identité retail. Et puis voilà, maintenant ça m'a amené, il y a un peu moins de 2 ans, à démarrer une aventure intense et riche chez Petit Bateau, où j'ai maintenant les équipes concept, les équipes archi, les équipes du VM, et puis la communication retail, donc tout ce qui est vitrine, voilà, tout ce qui est
vraiment le visuel du point de vente. Voilà. OK, bon, bah, que des belles missions en tout cas. L'objectif en tout cas de notre séquence, c'est d'aborder, on va dire 3 grands éléments, autour du concept petit bateau. Déjà, comment on le fait vivre, quand on a une marque et une identité forte. Donc ça, c'est le 1er point qu'on va pouvoir aborder ensemble. Le deuxième, plutôt revenir sur, bah, voir un peu plus dans le moteur, comment garder de la cohérence, de la modularité et puis réussir, le déploiement en tout cas de son concept. Et une troisième, on va dire troisième et dernière partie, mais voilà, plutôt, sur, le geste métier, la formation. Voilà en tout cas les 3 grands éléments, les 3 grandes approches que j'ai, sur, cet épisode aujourd'hui. 1re question en tout cas que j'ai envie de te poser Ludovic, voilà aussi pour, poser le décor, c'est, comment tu le décris aujourd'hui, le concept retail de Petit Bateau? Et est-ce qu'il y en a, des piliers forts sur le concept? Ouais, et ben tu effectivement donc le concept, qu'on a posé, il y a, ben, assez vite quand je suis arrivé, s'appelle, héritage en fait. Donc on l'a appelé héritage parce qu'il y a 2 raisons fondamentales à ça. C'est que, bah, déjà il doit mettre à l'honneur l'héritage de la très belle marque qui est Petit Bateau. On a des produits incroyables, on a une marque incroyable, on a un ADN, et un storytelling très fort. Donc sa mission était de révéler cet ADN qui s'était un peu perdu dans des concepts précédents, en tout cas ce qu'il en restait. Et puis, mais c'était aussi de prendre en compte tout l'héritage retail de Petit Bateau avec, il y avait beaucoup de concepts différents, pas mal de choses pas très alignées, des anciens concepts. Finalement, l'ancien concept était le plus répandu, et puis des sujets d'opérationnel, enfin de gestion opérationnelle qui étaient complexes du fait de la diversité des concepts, un peu d'âge, et on avait du mal à être opérationnel. Donc, héritage, l'idée, c'était de faire la synthèse de tout ce qu'il y avait de meilleur dans les concepts, de garder que ce qui marchait très bien, et puis de l'augmenter, de l'améliorer, mais de vraiment d'avoir cette. Et on a fait aussi avec la marque comment je peux, du coup, dans mon concept, aller chercher une meilleure expression de la marque. Et l'idée, c'était vraiment de s'inscrire dans quelque chose de pérenne. Tu verras, on en parlera peut-être, mais cette idée on n'a pas envie de faire un énième concept, mais plutôt de se dire que on va dérouler, on a quelque chose de pérenne, et que le concept, c'est important, certes, mais c'est surtout d'autres choses qui font l'expérience Petit Bateau que le concept. Et puis, bah, les piliers, ce qu'on a assumé là, ce que je te dis, c'est qu'on a un peu refusé la nouveauté. On s'est dit, on va pas faire un nouveau concept. On n'avait pas envie Ouais, que ce soit nouveau et de dire c'est un nouveau concept. C'était plutôt une évolution, on va dire, et on l'a vraiment fait comme ça. Que ouais, le sujet soit aussi de se dire, bah, je prends le meilleur de l'existence, que je te disais, et je me focus uniquement sur ce qui est nécessaire pour plein de raisons. Bah, des raisons de temps parce qu'il fallait qu'on l'ouvre vite, des raisons de budget parce qu'on n'a pas beaucoup de budget à allouer à ça, et puis aussi des raisons un peu d'éco-conception ou de RSE entre guillemets, en se disant ouais, si ça sert à rien d'aller repenser, refabriquer des choses qui existent déjà. Donc essayons d'être dans la bonne direction. Et puis il y avait une volonté aussi de standardiser, je te le disais tout à l'heure, de déployer. Donc pour déployer, il faut qu'on soit carré, standard, et qu'on puisse vite appuyer sur des boutons en termes de production et de mise à l'échelle. Et puis voilà, on avait un sujet aussi sur l'équilibre entre le concept et la marque. C'était pour nous une vraie volonté de dire demain, le concept de Petit Bateau doit mettre d'abord en avant le produit, ensuite la marque, donner, favoriser l'expérience des clients, les équipes boutiques, mais le concept en lui-même, c'est pas quelque chose on a besoin que nos clients ressentent. Voilà, c'est plutôt un ouais, sujet global. Et après, les partis pris qu'on a choisis, c'était de se dire que Petit Bateau était une marque de confort. Vraiment, quand tu portes du Petit Bateau, tu ressens ce confort. Mais il fallait qu'on arrive à traduire ça en concept retail. Comment c'est possible avec des codeurs, des éléments plus chaleureux, le travail de la lumière, voilà, qui était pas du tout pris avant, et qu'on a voulu là aussi travailler pour que le produit s'exprime le mieux possible. Euh, on a, on avait un bleu chez Petit Bateau, bah, on a amené une variété de bleus pour amener un peu plus de richesse et d'animation. On avait une marinière, bah, on l'a boldée, on l'a rendue plus forte. Alors on a un peu retravaillé tout ça jusqu'à se dire, bah, effectivement, il faut aller au bout de l'expérience. Donc nos vitrines, elles doivent aussi être vues pour que bah, l'expérience commence voilà, dès une prise de parole de marque, et que ça fasse une histoire complète, extérieure, intérieure, expérience boutique. Voilà un peu ouais. les parties pris. C'est long, mais c'est un peu comme ça qu'on l'a posé au Ouais. départ.
Non, non, très clair. Alors juste avant, tu vois, tu évoquais un petit peu ces notions de déploiement. Quand on a préparé l'épisode, tu m'avais expliqué un peu tous les différents formats. Si j'ai bien retenu, tu aujourd'hui dans le parc retail, vous avez, 5 ou 6 formats différents de magasins, c'est ça? Alors on a un peu tout en fait. Vraiment on part du corner dans un department store jusqu'à un outlet, donc il y a un magasin très très grand. On a le standard, on va dire, mais qui a plusieurs tailles parce qu'on a des magasins centre-co, magasins en rue, on va dire en centre-ville. Donc c'est un peu, en gros, c'est ces trois gros modèles là qu'on a, plus parfois des corners, des pop-up ou des choses qui sont plus événementielles qu'on va venir travailler, mais qui sont pas vraiment du retail au sens physique. OK. Et en plus de ça, vous avez, enfin, il y a plein de projets, pardon, qui sont en cours ou à venir. Il y a le flagship des Champs-Élysées, il y a Ouais, des ouvertures ça. aussi, à l'international, une ouverture récente, en outlet. Oui. Voilà, comment tu arrives un peu à jongler avec, tout ça? Et puis sur ce fameux flagship, des Champs-Élysées, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Qu'est-ce qu'il y a vraiment de très différenciant? Alors sur le flagship, le flagship, c'est un sujet un peu pointu parce que, en fait, quand je suis arrivé chez Petit Bateau, il y avait l'idée de, ce flagship avait vraiment vieilli. Il avait été peu rénové. Et puis en général, quand on est en retail, quand on a un flagship, c'est que déjà on a un parc structuré et un peu le flagship, c'est la cerise sur le gâteau. Donc on finit Mmh. par le flagship, je dirais. Alors que là, quand je suis arrivé, il fallait que je commence par le flagship pour poser des choses et rénover parce que il était un peu, il y avait une urgence en termes d'image. Il commençait à être très vétuste sur les champs qui reprenaient un peu de trafic. Les touristes revenaient, c'était juste avant les JO, il y avait un sujet business, on commençait à sous-performer. Et puis on était en janvier, février 2024, et il y avait les JO qui arrivaient, JO Paris 2024 qui arrivaient en juillet. Et effectivement, c'était vraiment un moment de fierté de se dire, là, si on arrive à être prêt dans les temps avec un flagship qui a le niveau prêt pour les JO, ce sera très bien. Et donc, on a fait une réno. On n'avait pas beaucoup de budget là encore, hein. On est en pleine transformation chez Petit Bateau. Donc, on a plutôt ciblé une réno light, vraiment sur les points importants, redonner de l'attractivité, mais avec un objectif, c'est waouh. Il fallait que ça fasse waouh. Il fallait que je remarque cette transfo. Et en plus, s'il y avait les JO, donc on a forcément travaillé une super vitrine dédiée à nos produits, mais ultra puissante, très bien, très visible. Et puis depuis, on continue à l'animer du coup. Et ce qui est bien, c'est que finalement, alors c'est sans doute l'effet de plein de choses combinées, mais le bilan, c'est que cette boutique, elle est repartie en croissance. Elle est D'accord. en très forte croissance même. Donc on a aussi, parce que l'avenue est redevenue très touristique, les JO nous ont apporté un trafic post-JO. Donc on a une réminiscence, je dirais, de trafic qui est là. Et puis c'est redevenu un driver d'image pour Petit Bateau. Voilà, quand on a envie de montrer l'excellence de Petit Bateau à nos équipes, on peut montrer ce flagship parce qu'il est bon en VM, il est bon en vitrine, l'équipe est incroyable. Et donc c'est un travail aussi qu'on travaille vraiment de pair avec les équipes terrain de cette boutique, les équipes commerce, et puis mes équipes, pour que effectivement cette boutique elle brille vraiment et qu'elle soit un vrai faire-valoir. Et aussi parfois quand on travaille avec des agents à l'international, quand ils viennent à Paris, aujourd'hui la boutique qu'on leur montre, alors on en montre plusieurs, mais le flagship c'est la marque. Et aujourd'hui on a Ouais. retrouvé cet intérêt d'avoir une cerise sur le gâteau. Voilà. Ouais, puis j'imagine, sur le flagship, vous avez pu peut-être tester des choses que vous avez pu ensuite, faire évoluer sur les autres formats de magasins. C'est aussi un peu votre, je sais pas si on peut dire un laboratoire ou lieu expérientiel où Exactement. En tout cas vraiment sur ouais, le Et comme on l'a fait un peu avant héritage, le concept, en fait, ça nous a permis de voir si certains partis pris qu'on avait travaillé très très gros, parce que Champs-Élysées, c'est une grande boutique, il y a un étage, il y a des grandes vitrines. Mais en tout cas, ces premiers principes de merge, ces premiers principes de shop in shop, ces premiers principes voilà, de travail de la communication dans la boutique, est-ce qu'ils étaient bons? Et du coup, après, on a adapté un réseau plus classique, mais c'est venu, oui, ça nous a beaucoup aidé. Et aujourd'hui encore, on y teste des choses de façon plus light, parce qu'effectivement, c'est une boutique vraiment pour le coup ultra spécifique. Donc c'est pas toujours facile d'en tirer des enseignements, mais on continue à y faire des petites choses. OK. Alors
C'est un peu le fil rouge, hein, de notre sujet, mais à travers tout ce que tu amènes dans le concept petit bateau, bah forcément, tu es en train de twister, de renforcer aussi ces notions de désirabilité, de visibilité de la marque, de manière, on va dire, très concrète et très opérationnelle. Sur quoi tu t'appuies? Est-ce que tu as des marqueurs identifiés? Je pense à la vitrine ou à d'autres éléments. Voilà, qu'est-ce qui fait que, dans le concept petit bateau, il y a vraiment, voilà, des choses, entre guillemets «incontournables», des intangibles qui viennent appuyer sur ça? Ouais, alors ça, on a travaillé, effectivement beaucoup à ça, à se dire, c'est quoi demain, enfin, c'est quoi aujourd'hui quand on l'a posé, c'est quoi les codeurs et c'est quoi ce qui est un peu mandatory dans toutes nos boutiques? Donc on a travaillé à des éléments, je t'en parlais tout à l'heure, de marinières augmentées, de variétés de Ouais. bleu, de choses comme ça. Donc on a un socle de must-have que toutes nos boutiques doivent avoir, qui sont ultra importantes, parce que c'est comme ça qu'on va reconnaître la marque, mon enseigne, mon logo, la façon des... Donc déjà de l'extérieur, je travaille, et puis à l'intérieur, on va s'adapter un petit peu plus parce que tu peux avoir des contraintes, notamment si tu es dans une ville enfin, en fonction de la ville ou de la typologie de boutique, je te dis si tu es par exemple dans Paris dans un quartier touristique, bah, tu vas avoir une approche un peu particulière. Si tu es dans un outlet, forcément ton intérieur va être un peu plus orienté volume. Et puis si tu vas au Japon, eh ben, tu vas forcément avoir un Mmh. travail de merch qui est un peu différent parce qu'il faut être plus premium dans la présentation. Et du coup voilà, c'est comme ça qu'on adapte. Mais en gros, il y a un tronc commun qu'on appelle nos must-have, qu'on veut avoir partout. Et après, il y a une forme d'élasticité et de réponse aussi à des contraintes. Je dirais par exemple, c'est beaucoup le VM qui va nous aider là-dessus. Je te parlais du Japon. Bah, au Japon, on a des produits spécifiques. Typiquement, j'ai des produits parce qu'il fait très chaud. Il y a besoin des produits antitranspirants. On a des matières spécifiques qu'on n'a pas dans d'autres pays. Donc le merch doit être capable de répondre au côté local un peu du produit. OK, ouais, c'est hyper intéressant et alors, bon, tu l'as redit en plus, tout à l'heure, vous avez plein de formats et de magasins, différents donc j'imagine que tu dois avoir, un peu mal à la tête, au quotidien à jongler, sur, toutes ces typologies de points de vente. Mais, bah, comment tu travailles cette élasticité, entre un flagship et un magasin, très, très focus, outlet? Voilà, qu'est-ce qui, bah, au quotidien, comment tu fais, j'ai envie de dire? Qu'est-ce qui est, négociable, pas négociable? Tu l'as un peu parlé aussi, tu as voilà, tu as le côté contrainte, locale. Voilà, comment tu arrives à jongler avec tout ça? Alors, bah, le gros sujet, enfin, c'est l'organisation un peu qu'on a mis en place qui nous permet aussi de gérer ça. C'est qu'on a centralisé mon équipe, par exemple, va valider. On est en démarrage de concept, je dirais, pour remettre un peu le chapeau. On est en démarrage de concept, donc on en a ouvert certains. On rencontre régulièrement des cas nouveaux qu'on n'a pas forcément traités dans les premières boutiques qu'on a ouvertes. Donc c'est pour ça que c'est très important que cette approche soit centralisée et que effectivement mes équipes s'assurent qu'elles déploient le concept correctement. Et si on rencontre un nouveau cas, je sais pas, un besoin spécifique d'un marché qu'on n'a pas traité, ben on va y répondre et on va s'assurer qu'on ça devient quelque chose qui est charté et qui fait que si j'ai la même demande demain, je peux la déployer de la même façon. J'y passe plus de temps. Je sais comment le faire en termes de mobilier et de VM et donc rentrer dans un processus de standardisation qui nous permet aussi d'être en fait d'avoir une forme d'agilité, de réactivité, parce que effectivement cette élasticité parfois, quand tu passes d'un corner à un outlet, c'est parfois compliqué de garder certains invariants, donc on doit les adapter, mais on se met souvent en lecture en se disant euh, je suis un conso en fait. Qu'est-ce que je retiens de la marque là si je me mets d'un point de vue concept, je vais souvent me dire oui, je suis pas exactement dans vraiment la pure veine de ce que j'aimerais faire, mais au final, le conso, ce qu'on veut qu'il retienne de la marque, c'est quoi? C'est nos codeurs principaux. Donc ça, ils doivent être là, et ils doivent être bien visibles, bien traités. Et comme je te le disais au début, le produit. C'est-à-dire que si on a une belle projection de marque et un produit bien merché, bien présenté, bah, en fait, on a fait le job à 95%. Le reste, c'est l'équipe qui va faire le boulot. Et on a des très belles équipes chez nous, donc voilà, ils sont très bons dans la vente et dans le contact en one-to-one avec nos clients. Donc on a cette chance. Donc voilà, c'est plutôt comme ça qu'on le travaille. Ouais. OK et du coup, dans votre vision, donc il y a produit, architecture, il y a aussi, on va dire, narration, storytelling. Hem, jusqu'où tu vas arrêter le storytelling? Physiquement, comment tu vas l'interpréter dans l'espace? Comment tu vas organiser tout Ouais. ça?
Et ben comme je te le disais tout à l'heure, la priorité, c'est vraiment le produit chez nous. Donc, enfin, dans notre façon d'aborder le concept, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on le place un peu au cœur de nos décisions. À chaque fois, quand on fait soit du IM, soit de la com, soit du concept, comment je fais que, bah, à la finale, mon produit est bien mis en avant. Et donc, il est vraiment omniprésent. Par exemple, de la façon dont on va penser un mobilier aujourd'hui, bah, on va le penser pas forcément pour qu'il exprime quelque chose, mais d'abord pour répondre à une fonction de présentation produit, de mise en valeur D'accord. du produit. Nos touchpoints d'animation, nos ruptures, nos tables, bah, elles sont pensées très en amont pour qu'on puisse bien exposer le produit et que la collection soit valorisée. Et en plus, ce qui est compliqué avec le produit, c'est qu'il bouge. On a 2 collections par an, on a des drops régulièrement. Donc ce travail, il doit être assez agile parce que la mode, ça bouge et la collection bouge. Et le deuxième niveau qu'on travaille, tu en as parlé aussi, c'est la marque. C'est de dire, voilà, comment, en plus du produit, bah, je m'assure que j'associe bien la marque au produit. Chez Petit Bateau, on est fabricant, on a une usine. Donc le produit, on est innovant puisqu'on a créé la culotte, plein de choses. Donc cette association marque-produit, elle est hyper importante. Mais par contre, elle se travaille dans un temps plus long parce qu'il faut qu'il y ait du permanent, on va dire, dans l'espace de vente pour que, effectivement, après plusieurs visites, ben, je m'imprègne d'une marque. Et donc, on travaille effectivement assez proche du produit parce qu'on a mis en place des communications de marque. On associe la communication de marque à la communication de produit pour valoriser le produit. Et Ok. puis, on travaille aussi, je dirais, tout l'aspect communication de marque sur des claims, sur des choses qu'on positionne en arrière de caisse, un peu comme tout le monde, on va dire, sur l'expression de marque. Mais c'est un peu ces deux équilibres qui se travaillent pour ce sujet on va dire, le lien entre le produit et la marque dans la boutique. OK, très clair. Du coup, j'imagine dans vos organisations, enfin tes équipes, elles sont quand même en proximité avec, les équipes, produits et collection? Ouais. Alors ça, c'est justement une chance qu'on a chez Petit Bateau. C'est quand je suis arrivé, en fait, on a un peu, enfin, c'est peut-être pas forcément mon arrivée, mais l'organisation a évolué à ce moment-là. Et en fait, on a fait deux choses. On a réorganisé la vision qu'on avait du VM, qui était plutôt une vision capacitaire, de dire aujourd'hui, mon magasin, c'est un peu un stock. Bah, c'était pas suffisant pour nous parce que comme on veut remettre le produit et la marque en avant, il fallait qu'on ait une approche plus esthétique et plus valorisante de la collection. Donc on a commencé par ça. Et puis on s'est rendu compte vite qu'il fallait qu'on travaille très proche et en étant un peu un champ de contraintes pour la collection, en disant si la collection elle n'est pas pensée pour être montrée en retail, donc avec toutes les contraintes que peut avoir une boutique, et ben elle va pas être bien merchée. Et ça c'est assez innovant en termes d'approche parce que s'il y a assez peu de marques qui font ça, où en fait finalement le pôle retail il est dans le pôle collection et en fait on travaille de D'accord. pair avec la directrice de style, avec la directrice de l'offre pour que ce qu'on va développer, et ben ça arrive bien merché parce qu'on a l'espace, parce qu'on a demandé un nombre de RC, on a demandé une typologie de produit. On va pas rentrer dans le style, on va pas dire moi je veux un motif comme ci comme ça, je veux une matière. Non, on dit pour être shopper oriented, lisible, clair pour les équipes terrain, bah, ma structure VM, elle doit être par exemple à la naissance, on a tout revu pour qu'elle soit très claire, par couleur, par fonction. Et c'est très facile pour une vendeuse arrivante d'expliquer à quelqu'un qui veut faire un cadeau de naissance, bah, ça c'est un Dormien, ça s'utilise avec ça, vous pouvez parce que c'est marché d'une façon très, on va dire, Ouais. enfin, claire et limpide pour même un client qui connaît pas. Voilà, c'était ça Ouais, l'objectif. vous êtes vraiment rentrés par la contrainte opérationnelle et c'est ce qui vient guider Exactement. finalement la collection. C'est top, hyper intéressant, ouais. Voilà. Et c'est Et encore en cours parce que bah, évidemment, ça prend du temps, mais c'est une chance, c'est vraiment une chance. ah non, mais c'est génial. Et côté visual merchandising, vous êtes staffé comment? Est-ce que c'est des fonctions qui sont du coup, régionalisées? Est-ce qu'il y a des VM par magasin? Est-ce que, bah, du coup, c'est uniquement, ton équipe qui, traite ce sujet-là et c'est très descendant? Est-ce que c'est plutôt des supports d'exécution où ils sont vraiment, porteurs de toute la stratégie? Alors en termes d'orga, je dirais que c'est plutôt un VM centralisé. Là aussi pour maîtriser, parce qu'on préfère ça. Et puis on a la chance d'avoir à Champs-Élysées une VM par exemple, parce que la boutique est tellement grande qu'il faut quelqu'un qui ait les compétences d'adapter le merch standard, on va dire. Mais on a aussi quelqu'un de chez nous qui travaille avec cette personne pour s'assurer que bah, effectivement on transmet bien les mêmes messages. Et puis voilà, on fonctionne un peu comme ça. On fait le VM en centrale et puis quelques applications en local. Et puis on a la chance, par exemple, d'avoir en Italie euh,
c'est sans doute la culture qui fait qu'on a les responsables de boutique ont un sens de esthétique très poussé qui fait que c'est presque des VM. Elles sont très très bonnes en exécution, en pliage. On a vraiment des boutiques qui sont très très quali. Ah ouais. Donc il y a aussi ça qui entre en jeu parfois, et qui est une chance aussi chez nous. Mais globalement, tu me parlais voilà, est-ce que c'est plutôt de l'exécution, le VM, ou plutôt du stratégique? Moi, je dirais c'est les deux, parce que aujourd'hui, avoir un bon VM bien exécuté, eh ben, ça permet de s'assurer que les messages qu'on envoie sont bien portés. Surtout aussi quand on analyse notre performance, puisque si le VM est pas forcément bien fait dans toutes les boutiques de la même façon, si on n'a pas mis le produit qui devait être mis dans la bonne durée au bon moment, finalement, quand on analyse les performances derrière du produit, mais du coup dans son contexte, ben, on peut avoir des biais. Donc du coup, Ouais. on réinsiste beaucoup là-dessus pour se dire, ok, mais si ce produit n'était pas sur le floor, je ne peux pas te dire s'il a marché ou pas, puisqu'il n'était pas présent, quoi. Donc en fait, exécution, parce que ça renvoie, on le disait tout à l'heure, le VM, le style de VM va renvoyer la marque, hein. Si j'ai un VM de masse, bah, je vais pas renvoyer plutôt une marque masse. Si j'ai un VM très light, je vais renvoyer du premium. Nous, on se situe quelque part entre les deux, ce qu'on est en train d'écrire, entre du mass par moment, on a des soldes, mais aussi par moment une valorisation de la collection qu'on doit faire via le VM. Et puis, je dirais, pour moi, c'est ce côté, ce que j'aime bien dans le VM, c'est qu'on dit visual merchandising, mais on dit aussi vendeur muet. Et pour Mm. moi, ces deux acronymes, ils sont bons parce que ça doit aussi faire ça, c'est-à-dire que parfois, nous, on a un modèle de vente assistée, mais je me dis que si on merge bien, la cliente ou le client, il va comprendre, il va être attiré par le produit, et la vendeuse, si elle est là, bah, c'est encore mieux, mais ça doit pouvoir être self-service. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il y a ces deux idées. Et pour moi, c'est aussi un support de marque parce que, comme je te le disais, bah, le message que tu renvoies à travers ta présentation produit, bah, elle te dit forcément qui tu es, plus ou moins. Mm. Mais Ce que tu dis là, tu vois, ça fait écho parce que alors, dans une ancienne vie, on avait alors, enfin, je mesure, hein, parce qu'on n'était pas non plus sur un niveau de visuel merch aussi abouti que ce que vous pouvez faire vous, mais voilà, on avait un peu de théâtralisation, de scénographie sur, des temps forts, saisonniers et on avait moins on va dire de qualité d'exécution ou du moins de cadrage et c'est vrai que d'un magasin à l'autre, du coup, on n'avait pas forcément, la même exposition sur tel et tel produit. Heu et ça se revoyait dans les chiffres parce qu'en fait, derrière, on analysait, des choses, sans être garant de la bonne exécution et surtout se dire: «Bah, finalement, le produit majeur, si ça se trouve, dans, 20 du parc, il a pas du tout été mis en avant, exact, correctement» et donc exactement. Et ça, c'est un point qui est crucial dans les chaînes de retail, c'est d'arriver à inculquer cette culture de l'exécution qui est pas quelque chose pour dire, enfin, en gros, les équipes, elles aiment bien faire des choses, mais c'est plutôt pour dire par rapport à la façon dont on a d'analyser, d'être sûr qu'on va chercher nos performances. Si chacun fait un peu ce qu'il veut, c'est compliqué. Donc là, il faut vraiment réinculquer ça. Nous, on l'avait beaucoup fait chez Yves Rocher. Là, on le refait aussi chez Petit Bateau pour se dire, voilà, progressivement, sur des choses qu'on veut vraiment mesurer, il faut absolument qu'on ait une lecture sans biais. Voilà, c'est un peu ça. et si je reviens sur cette notion, tu vois, de réussite du déploiement, aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque pour appuyer ça? Ou qu'est-ce qu'il faudra inventer? Enfin bref, si tu avais une baguette magique, sur quoi tu actionnerais? Bah, là, je dirais des CAPEX, tout simplement. Il faut de l'argent. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un peu la contrainte. Alors après, c'est aussi quand on est créatif, on aime bien avoir des contraintes. Donc, pour l'équipe, c'est aussi une façon de se dire, voilà, j'ai pas toujours les moyens dont j'ai besoin pour tout faire, mais comment je peux être agile? Comment je peux prioriser? Voilà, comment je peux choisir, finalement des boutiques parce que je vais me dire celles-ci, elles ont un potentiel business, donc du coup, c'est celle-là que je dois rénover, mais je peux pas la refaire en entier. Et puis aujourd'hui, je connais pas beaucoup d'enseignes qui vont jusque-là de refaire pour refaire. Donc, comment je peux être bon et comment je peux transformer l'expérience avec un peu de moyens, en allant vite, et en m'assurant en plus que je réaligne mon parc. C'est-à-dire que si je refais une boutique à droite, ben, elle doit s'aligner avec celle que j'ai fait. Donc, c'est un peu un, plutôt, voilà, plutôt des budgets parce que les idées, on les a, on sait à peu près comment faire. Là où il manque un peu parfois je trouve, d'outils, en tout cas chez nous, on en avait parlé un peu en préparant sur les sujets de quels outils on utilise au quotidien, notamment sur la partie VM, où nous, on est assez sur des choses très basiques
On a du IWD pour faire des planos, on a de l'Excel pour l'analyse un peu, et puis on a du Ubic pour aller contrôler l'exécution. Voilà, on a Ah oui. bien du moment. Mais moi, ce qui me gêne, ce qui me manque parfois, c'est de me dire, par exemple, on a des collections tous les 6 mois, donc on a des protos de nouveaux produits qui arrivent. Et aujourd'hui, il faut un certain temps pour avoir un proto. Donc, et on peut effectivement travailler bien le VM que quand on fait des volumes vraiment avec les vrais produits pour se dire, OK, c'est bien les bonnes couleurs, ça match bien, comment ça rend, est-ce que c'est lisible, est-ce que je vois bien mes détails de produits. Donc, j'ai besoin du produit, mais en préparatoire, je trouve qu'aujourd'hui, il nous manque des outils, alors peut-être qu'on les a pas nous, hein, qui permettraient un tout petit peu plus de se projeter avant. Aujourd'hui, quand je fais des planos, c'est plat, il n'y a pas de volume, c'est dans un contexte, et Mm. c'est très compliqué de les intégrer dans les outils, ces fameux produits. Donc aujourd'hui, ouais, c'est un peu ça qui, pour aider les équipes à préparer, Qui manque. pour que le jour où on est, voilà, on a nos protos et on peut se projeter sur quelque chose de plus, on va dire, de plus finalisé, mais d'avoir une étape préparatoire. Ouais, je vois parfaitement. Là, si on rentre un peu plus dans le quotidien, formation, gestes, métier, qu'est-ce qui fait vivre, tu vois, le concept et les évolutions de concept dans le réseau au quotidien? Est-ce que, enfin, finalement, ma question, pardon, je vais être plus direct, pardon. Qui est le garant du concept? Voilà, comment localement le concept est, Et ouais, reste vivant et suivi, ouais. alors là, sur la partie garantie, c'est assez simple chez nous, c'est que mon équipe est la garante à 100%. Voilà, dans la direction qu'on a, il y a un pôle concept, il y a une responsable concept et communication qui est, elle, en charge de s'assurer que tous les projets, la plupart sont internes, mais il en reste quelques-uns qui sont parfois l'idée par des agents, répondent bien au concept. On a garanti son application, on garantit son déploiement. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, s'il y a des sujets d'évolution, eh ben, ils doivent être pris par ce pôle qui, du coup, anticipe et travaille. Mais en tout cas, la garantie, elle est claire. Aujourd'hui, si une boutique est pas bien, si l'exécution du concept n'est pas la bonne, c'est bien chez moi et c'est bien ma responsabilité de m'en assurer. OK. Et sur la partie que tu évoquais, qui est plus de la, je sais plus, oui, sur la partie plutôt de comment ça vit dans le temps. Ouais. Là aussi, donc on vient de poser le concept, donc il est encore en évolution, en ajustement. Mais en tout cas, c'est pareil, c'est centralisé chez moi. Donc le concept, comme on valide les plans, on valide les rénovations, cette vie, cette évolution qui peut venir de besoins de pays ou de besoins liés à des boutiques, bah, ils sont intégrés dès le début. Et, euh, et donc c'est aussi cette idée de bien standardiser, de bien charter, qui nous permet de maintenir la cohérence et puis d'être assez pragmatique dans la façon dont on va le déployer. Là aussi, on revient au CAPEX. Bon, bah, si je standardise, que j'ai un peu de volume, que je m'organise bien, je vais forcément réduire mes coûts d'ouverture, je vais forcément réduire mes coûts de run parce que je suis dans quelque chose de standard. Ouais. Euh, et dans le réseau, finalement, comme on l'anime assez peu, on en parle assez peu aux gens des boutiques, puisque eux, ils le vivent, hein, c'est l'outil qu'on leur donne plutôt. Donc on ne va pas leur expliquer ce qu'on a fait comme choix. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire des choix qui facilitent leur tâche au quotidien. On sait que c'est un métier éprouvant de travailler en boutique. Donc comment on peut, via des choix de concept, de communication, d'outils, d'installation, faire qu'elles y passent le moins de temps possible. Chez nous, on appelle ça les tâches de non-vente. C'est comment je peux éviter de défocuser mes vendeuses sur la relation qu'elles ont avec les clients pour installer du merch, pour installer une campagne, comment je peux être le plus efficace. Donc c'est effectivement, on leur parle moins tu vois, des choix qu'on a pu faire, on a mis telle lumière, voilà, où les clients posent rarement de questions, donc il n'y a pas besoin Oui. qu'on les forme sur ça. Par contre, évidemment, quand on ouvre une boutique, on échange, on discute, mais c'est le cœur de de ce qu'on en transmet, c'est le produit. Voilà, encore. Ah, c'est hyper intéressant puisque, bah, moi, du coup, à l'inverse, on passait beaucoup de temps à donner du sens, à expliquer, bah, pourquoi on a, choisi, tel ou tel matériau, pourquoi on a pris, cette stratégie-là, enfin, finalement, d'expliquer pourquoi voilà, ce que vous mettez en place, c'est quoi la démarche derrière. Mmh. Mais c'est vrai, enfin, finalement, c'est juste éloigné, du geste métier de dire, on est là pour faire le business. Ouais, c'est C'est une ça, approche qui est c'est un peu comme différente, ça. ouais. Ouais. Et comme parfois, nous, les vendeuses, elles ont beaucoup de choses à savoir sur, tu vois, conseiller un cadeau naissance, bah, faut quand même savoir, enfin, c'est finalement assez pointu.
donner des conseils sur des looks, voilà, l'approche business aussi du métier, le savoir accueillir, tout ça, c'est des compétences déjà qui sont énormes. Et si on rajoute en plus le fait de devoir savoir finalement le concept, donc nous on est plutôt focus sur la relation, vraiment la relation Ouais, et la vente OK. assistée. Non, non, c'est hyper intéressant. Bon, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup, bon, forcément de concepts et cetera, mais on est très sur, le visuel, l'image. Dans l'expérience shopper, bah, tu l'as évoqué juste là, hein, l'importance du geste métier, de l'accompagnement du vendeur et de la vendeuse. Vous avez déjà testé des choses plutôt orientées sur l'émotionnel, sur le sensoriel, peut-être même de la musique? Ou voilà, est-ce que tout ça, c'est quelque chose que tu as intégré, dans le concept dès le départ, ou tu es en train de finalement peut-être additionner, au fur et à mesure où il évolue, ces éléments-là? Ouais. Bah, écoute, on n'est pas c'est pas tellement l'ADN, mais en tout cas, on a fait assez peu de choses en termes de on va dire de choses un peu liées à des outils ou à des choses qui pourraient générer ça. Ce qu'on se dit, nous, c'est que l'émotion, elle est assez liée à la marque, hein. Quand on achète un cadeau de naissance, Ouais, quand on a un produit confort, de qualité, avec du coton, du tricotage fait en France, il y a l'émotion de la marque, effectivement. Alors, et donc, ce qu'on essaye de faire parfois, c'est de le, comme comment dire, nos vendeuses sont clés là-dedans, c'est elles qui vont porter ça. Mais on essaye aussi parfois d'avoir, alors c'est pas vraiment de l'émotion, mais un petit clin d'œil parce qu'on est dans un environnement d'enfance, hein. Petit Bateau, c'est une marque qui ramène à l'enfance, que tu sois petit, que tu sois grand. Finalement, c'est ce lien à l'enfance qui fait que Petit Bateau est différent des autres marques. Même notre approche adulte, qui est très mode, c'est quand même souvent voilà, il y a des produits communs, et on sait souvent qu'on a des gens qui ont porté du Petit Bateau bébé, qui finalement mettent des t-shirts Petit Bateau adulte. Donc, et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir ce petit clin d'œil et d'avoir parfois une lecture à niveau d'enfant. C'est-à-dire que dans nos cabines d'essayage, par exemple, bah, il faut chercher une ouais, souris. Il y a une petite souris qui est cachée. Parce que à l'enfance, il attend avec sa maman, il passe du temps dans la cabine, c'est long. Bah, voilà, elle n'est pas très compliquée à trouver, hein. Il y a une petite porte de souris. C'est un héritage des concepts d'avant. On l'a pas inventé. Comme je te disais tout à l'heure, on l'a trouvé très intéressant. On l'a repris. ouais, On l'a juste un tout petit peu twisté pour qu'il soit cohérent avec les restes du concept. Et puis, dans certaines boutiques, il y a des produits, on sait que c'est les enfants qui les choisissent dans les boutiques. Il y a des produits, on sait que c'est pas les enfants qui les choisissent. Donc là où c'est les enfants qui les choisissent, bah, on a essayé de mettre des petits clins d'œil à leur hauteur pour qu'ils les voient. Même si dans notre modèle, on sait que les mamans viennent peu avec les enfants, ça arrive, mais c'est quand même vraiment une petite partie. Les mamans viennent avec des bébés, parce que souvent elles ont leur bébé avec elles, donc elles viennent en poussette, et du coup, c'est un point important aussi de notre parcours. Il faut qu'on puisse rentrer avec des poussettes et être bien cosy dans une boutique Petit Bateau. Mais en général, avec les enfants un peu plus grands, bon, le shopping, c'est peut-être plus compliqué. Donc les mamans viennent plutôt seules. Donc en fait, ce besoin de petits décalages d'enfance, on le fait moins. À Champs-Élysées, par exemple, on a régulièrement on a fait on sponsorisait un bateau il y a peu de temps qui a fait une super perte dans une grande course. Et ben, on avait fait un petit bateau avec une voile dans le flagship. On pouvait prendre des photos. On avait fait une fusée à un ah ouais, moment. Donc on fait ça. Mais voilà, après toute la limite, c'est on n'est pas un magasin de jeux ou un parc d'attractions. Donc il faut que ça reste quelque chose de simple qui occupe, hein, les enfants aussi ouais, à Champs-Élysées, on a beaucoup de touristes qui viennent et c'est des familles. Parfois, le shopping est long. Et ben, on a des bancs pour attendre, et on a ces petites zones d'expérience pour passer un moment dans la petite boutique, dans la grande boutique Petit Bateau, mais en s'amusant. OK, très clair. Alors on va peut-être un peu s'écarter de Petit Bateau et revenir un peu plus sur toi. Il y a une question un peu signature dans le podcast, c'est juste si tu peux nous dire ta meilleure expérience retail, ou si tu as un concept qui t'a vraiment marqué, bah, voilà, c'est le moment de l'exprimer. Voilà. Bah, je t'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais moi, ce qui m'a vraiment impressionné, et puis dans le bon sens du terme, c'est le Japon. Parce que le Japon, en termes de retail, c'est un pays qui est très très puissant. C'est un pays qui réussit à lier des concepts vraiment très réussis, très puissants, avec cette approche qu'on a du mal à avoir en Europe, c'est très jusqu'au boutiste. C'est-à-dire, c'est des concepts assez
simple en termes de... Il y a souvent un ou deux codeurs, mais c'est utilisé, super maximisé. Et les malls, bah, c'est des centres de vie, de shopping, vraiment, de marques. C'est un pays qui, en retail, aime les marques. On sent qu'ils aiment les marques, ils aiment les produits, ils aiment l'élégance, le design. Donc les expériences dans les department stores, on peut passer d'une marque à une autre marque qui sont à 10 mètres d'écart, mais on change d'univers vraiment de façon très forte. Donc c'est hyper inspirant quand on est un peu dans le métier, c'est qu'on se dit waouh, ils arrivent à créer des trucs très forts. Et là où ils sont bons, c'est qu'ils sont bons aussi en VM, c'est-à-dire qu'ils aiment le produit, donc ils arrivent à le présenter d'une façon bien cohérente avec la marque. Il y a peu de temps, j'ai vu un concept. Leur idée, c'est ils sont inspirés de c'était une boutique qui était faite qu'en mur de placo et en rail de placo. Donc ils avaient que ça comme Ouais. principe de décor. Donc un truc très industriel, très. Voilà, ils vont au bout. Il y a deux codes et toute la boutique est comme ça. Les produits et c'était très réussi parce qu'il y a cette subtilité du design D'accord. japonais qui fait qu'on arrive à rendre quelque chose joli, même si à la base c'est plutôt dans un environnement de chantier de travaux. Mais voilà. Donc c'est Ok. assez. Je conseille pour ceux qui peuvent. C'est vraiment une belle une petite claque retail quand même. C'est pas mal. Ouais, ouais, je le note. Non, mais c'est hyper intriguant là. Bon, au moins, ça coûte pas cher en déploiement de faire de laisser En plus, que le voilà, placo vif, quoi. c'est là où c'est ouais, c'est marrant. Ouais, c'est smart. Est-ce que tu as une actu, une info, ou une recommandation à partager avant de passer sur la fin de l'épisode? Bah, je dirais juste là en ce moment, petit bateau, on est en mode Noël, donc on a une très belle collection de Noël, Ouais. on a une belle campagne de Noël, on vient de faire nos vitrines, donc on est sur un beau moment d'émotion, là aussi, de fête, d'enfance, donc un beau moment petit bateau. Donc j'aurais tendance à dire allez voir nos boutiques, allez voir nos produits. On a vraiment une belle collection. Et puis voilà, comme tu le disais, on a ouvert un outlet, on a plein de projets en cours. Donc voilà, de suivre l'activité de Petit Bateau qui va se densifier sur les sujets retail. Voilà, on a fini une ouverture en Italie aussi. Donc voilà, si vous allez à Rome, eh ben, il y a des très belles boutiques Petit Bateau. Plutôt notre actualité qui bouge et on est content. Bon, super. Est-ce que tu as un outil ou, je sais pas, ça peut être aussi un podcast ou un livre à conseiller? Alors là, comme ça, Ouais, je te prends un peu à froid là, j'avoue. ouais, tu me prends à froid. Alors attends, non mais je réfléchis. Alors peut-être un peu pointu, mais on a pas mal regardé un petit peu ce qui se faisait en termes de design et de voir comment c'était possible de travailler un design ou un concept qui était assez peu marqué, assez peu codé, assez peu prétentieux. Donc, je dirais une forme d'humilité dans le concept. Et on l'a trouvé à travers un designer industriel qui s'appelle Jean Prouvé, qui vient de Nancy comme moi et qui disait dans pas mal de ses ouvrages que voilà, il fallait s'assurer que quand on développait quelque chose, même de design, on devait pouvoir le produire à grande échelle et bien le produire. Et c'est un peu ce parti pris qu'on a pris de se dire, voilà, on s'assure que ce qu'on fait, c'est déployable, c'est maintenable, c'est joli, c'est réussi, mais la priorité qu'on s'est donnée, c'est celle-là, c'est celle de pouvoir bien déployer et industrialiser le process. Ouais, c'est très clair. Bon, bah, top. Écoute Ludovic, on arrive à la fin de l'épisode. Comme d'habitude, ça passe hyper vite et c'était hyper, hyper intéressant. Alors moi, je me suis noté plein de choses et je vais revenir dessus, mais est-ce que je peux te laisser un peu ce mot de la fin? Voilà, si tu voulais un peu résumer de l'épisode, Et est-ce que ben, tu voudrais bien le bah faire? ouais, vraiment déjà, merci beaucoup Adrien pour l'invitation. C'est rare finalement de parler de ces sujets. On en parle de façon un peu macro, mais de pouvoir rentrer dedans et puis d'échanger, c'est hyper intéressant. C'est aussi pour moi une vraie chance de pouvoir mettre à l'honneur Petit Bateau. On en a besoin aujourd'hui. Il faut que Petit Bateau soit la marque préférée des Français en mode enfant. C'est notre combat. Donc on a parlé de Petit Bateau, c'est toujours hyper bien. Et puis ce que je voulais aussi faire passer comme message, c'est que on a parlé beaucoup de métiers là dans ce qu'on évoquait. On parle de gens de concept, de gens de VM, de gens des équipes terrain. Donc je voulais juste en profiter pour saluer mon équipe parce que il faut quand même être vraiment
des experts du retail, des experts du terrain aussi, qui sont à la fois convaincus et puis qui sont convaincants parce qu'il faut savoir passer on parlait d'exécution, il faut savoir transmettre aux équipes, aux boutiques, donc c'est important. Et puis il faut être passionné parce que moi tous les gens que j'ai dans mon équipe, tu dois connaître ça si t'as une vie retail, les gens en retail ils sont passionnés, les VM ils Ah ouais. sont voilà ça coule dans leur veine le retail, le concept c'est pareil. Donc c'est assez c'est extraordinaire d'avoir une équipe comme ça parce que on a une transformation à mener vite. Et voilà, quand on a la chance d'être bien entouré, ben, on peut délivrer au bon niveau. Donc il y a un vrai, tout ça, n'est que le fruit d'un gros job d'équipe avec des gens Ouais. qui ont la compétence. Voilà. Bah, écoute, je m'associe à ces félicitations parce que, bah, finalement, tu vois, Petit Bateau, bah, en fait, tout le monde connaît, moi forcément le 1er et en préparant l'épisode, je me suis dit: «Mais en fait, je n'ai jamais mis les pieds dans un magasin Petit Bateau» et donc bon là, pour le coup, je l'ai découvert, le magasin, enfin votre point de vente à Bordeaux Mm. et voilà, en tout cas, moi, j'ai vu des choses hyper intéressantes et j'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à faire le tour de magasins donc félicitations, en tout cas, pour tout Merci. le travail qui est fait et moi j'ai retenu 3 choses, enfin je me suis noté, 3 choses, de notre échange. Le premier c'est, ce que tu évoquais, c'est ce socle de must have et surtout, bah, du coup d'autoriser une élasticité, et de laisser un peu de latitude sur, des contraintes locales, donc ça c'est le premier point. Mm. L'importance, enfin le socle, c'est le produit et en tout cas d'avoir une démarche Mm. orientée, produit et donc shopper, in fine. Ouais, totalement. Et le troisième point, c'est aussi la synergie entre l'offre et le merch qui est extrêmement, importante et Mm. vertueuse dès que Ouais, on arrive à remettre très, très en amont cette contrainte retail et de pas se dévoyer là-dessus. Voilà. totalement. Heu, Totalement. Ludovic, merci, à nouveau, d'avoir pris le temps, de nous partager tout ça, pour, tes réponses et puis, bah, je te dis à très bientôt et bon courage pour la suite, de l'évolution et les nouveaux, concepts à venir. Merci à toi, Adrien. À bientôt. Merci, à bientôt. Je vous dis encore merci pour votre écoute et surtout à très bientôt pour un nouveau rendez-vous dans Pour toutes ces bonnes raisons. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos linéaires et continuez à nourrir votre passion. Et je vous fais un petit rappel, chaque épisode sort un jeudi sur 2. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.